très grand plaisir d'accueillir de nouveau Norbert qui nous fait l'amitié. Il était déjà venu présenter au Lean Summit, de nous raconter comment, des années plus tard, où est-ce qu'il en est. Norbert, merci beaucoup. Norbert Dubos de Thales. Merci Michael. Bonjour à toutes et à tous. Donc bonjour aux Thalésiens. J'ai regardé sur la liste, je crois qu'il y a 50 Thalésiens dans la salle. Donc le Lean à Thalès, c'est difficile, mais ça intéresse beaucoup. Le sujet que j'ai choisi de vous présenter, suite à la sollicitation de Michael, de Catherine, de Richard, c'est la relation du raisonnement industriel au temps et la façon dont nous fonctionnons quand on modifie le référentiel temps et en quoi ça influence nos façons de faire et nos façons d'agir. Le tout basé sur mon expérience, bien sûr, puisque c'est, on va dire, le sujet que je connais le mieux. Donc, mon expérience. Donc, je suis aujourd'hui dans le groupe Thales. Le groupe Thales, pour faire simple, c'est le petit encart en haut à gauche. C'est un groupe de 64 000, 65 000 personnes, si on n'y compte pas l'acquisition Gemalto. 50% dans le domaine de la défense, 50% dans le domaine du civil, 15 milliards de chiffre d'affaires, un actionnariat, aujourd'hui encore, donc l'actionnaire principal, c'est l'État. Hein. Donc on est un groupe, bien sûr, en bourse, mais avec un actionnaire qui est le résultat d'une histoire. Moi, je suis rentré dans le groupe Thales en 1981 et j'ai fait ma carrière dans le groupe Thales. Alors j'ai vu qu'hier, il y avait quelqu'un, un intervenant, Yoshino Isao, qui lui a fait 40 ans chez Toyota. Alors c'est un peu différent. Hein, 40 ans chez Thales et 40 ans chez Toyota, c'est une expérience différente. Et Ça vous amène tous les deux au même point. Absolument. Donc, et là, je suis très fier, effectivement, de passer en plus derrière un expert, sans doute, du Lean, puisque venant de Toyota. Donc, ma rencontre avec le Lean, ce n'est pas en 2006, mais c'est en 2005, plus exactement, où j'ai eu l'occasion de découvrir cette chose lors d'une mission aux États-Unis, dans une filiale qui faisait du Lean, enfin qui faisait un peu de cinoche autour du Lean, mais ça m'a impressionné. J'ai acheté le Learning to See et je me suis plongé dedans. Et j'ai démarré comme ça. Ma rencontre avec le vrai Lean, donc c'est en 2010, puisque je me suis rendu compte qu'entre ce que je lisais et puis le fonctionnement, j'étais à l'époque directeur d'un site industriel à Vendôme, il y avait une petite distance et j'ai décidé de plonger, enfin de me faire aider premièrement par un coach, et lequel m'a amené à plonger sur le Gemba. Donc j'avais besoin, effectivement, sur le sujet d'un moniteur de plongée. Et l'image n'est pas totalement fausse. Alors Chloé, c'est pas mon maillot de bain, donc c'est pas moi. Je dis Chloé parce que Chloé est dans la salle, c'est ma fille. Et donc je suis très impressionné de ce qu'elle va raconter à sa maman ce soir. Donc... maintenant, je suis néanmoins plus à l'aise sur le terrain. Alors, la relation au temps d'un groupe comme Thales, c'est une chose assez complexe qui se traduit par un groupe issu du domaine de la défense. Donc l'unité de travail, c'est plutôt, à l'origine, on a progressé, c'est plutôt le mois. On progresse vers la semaine. On parle de pertes, de Gantt. On parle de MS Project, on parlait à l'époque. On parle de plan d'action, de problem solving, de responsable, de planning, de drapeau, etc. Dans le domaine de la production, l'outil de base, c'est le MRP2, encore aujourd'hui, très vieil outil, qui véhicule un concept assez intéressant, c'est le concept de capacité infinie. Donc, faut un petit peu méditer là-dessus parce que c'est quand même... Par contre, l'horloge, la petite chose qui dit « il te reste 5 minutes avant qu'elle tape en bas et en bas tu seras en retard », on n'en a pas. Il n'y en a pas dans les bureaux, pas dans les bureaux des chefs, il y en a un petit peu dans les ateliers, mais cette relation au temps court, je ne l'ai pas rencontrée, tout du moins au début de ma carrière, dans un grand groupe issu du domaine de la défense.
Alors j'ai essayé, néanmoins ça me préoccupait, donc ma relation personnelle avec le temps, j'avais quand même une appétence sur le sujet, j'ai toujours été obsédé par mon agenda, donc j'avais une relation particulière, naturelle avec ça. Et au travers de mon expérience professionnelle, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, à titre personnel, ma journée la plus efficace de l'année, c'était quand même la journée où je partais en vacances. Parce que dans cette journée-là, j'avais une butée très précise, je partais en vacances, ça c'est clair, et je me disais quand même, je ne vais pas laisser tous mes dossiers en plan pendant 3 semaines. Je me disais, c'est pas possible, parce que là, vraiment, ils vont vraiment shifter de 3 semaines, donc là, j'avais quand même une espèce de retenue sur le sujet, donc je me disais, il faut que je les boucle. Et généralement, j'y arrivais. Et je constatais le contraste. En une journée, la journée de départ en vacances, je pense que je faisais 2-3 fois plus de travail que les journées normales. Vous pouvez penser que c'est un cas particulier, mais regardez un petit peu autour de vous, vous verrez que je ne suis pas sûr d'être le seul. Pourquoi ? Parce que je faisais effectivement des compromis, je cherchais aussi des alliances. Donc ça m'a amené à faire évoluer ma relation au temps personnel, où je me suis rapproché un peu plus du temps court. Je me suis rapproché de réunions, j'ai arrêté des réunions, des meetings en salle de 2 heures où on discute des KPI, blablabla, et j'ai commencé à segmenter ma journée en espaces beaucoup plus courts, sur des sujets beaucoup plus précis. Et aujourd'hui, ma réunion de base, c'est 30 minutes, et voire 15 minutes, si jamais je suis à la bourre sur ma journée. J'ai aussi découvert, quand j'étais fait patron de système d'information, les plannings, et les gens me disaient, est-ce que tous les participants ne sont pas disponibles, on peut décaler la réunion. Est-ce qu'on peut la décaler? Ils ne sont pas là. Alors comme j'avais une conscience que si on se réunissait, c'était quand même pour apporter de la valeur ajoutée au projet, je me disais, si je décale, ça va shifter quelque part. Donc je leur disais oui, à condition de l'avancer. Donc j'avais cette conscience-là. Ma conscience s'est un petit peu améliorée quand je suis allé à Vendôme, parce que j'étais obligé j'habitais à Paris, je prenais le train le matin, le soir à 19h03, et le train du 19h03 m'a un petit peu changé la vie, parce que j'ai été obligé de caler toutes mes journées en fonction de cette butée, et notamment de faire mes emails dans le train entre l'aller-retour. Donc cette butée formelle, peut-être comme un départ en vacances tous les jours, je ne sais pas, donc m'a amené à encore avancer sur le sujet. Ma véritable, j'allais dire, découverte sur la relation de l'efficacité au temps, ou l'influence du temps sur l'efficacité, c'était une expérience que j'ai eue à Vendôme, au travers d'une commande que nous a passée Airbus pour ces sondes AOA, c'est des sondes d'incidence en fait, c'est les sondes qui permettent à l'avion de savoir où il se trouve par rapport au lit de l'air qui circule, donc un instrument extrêmement important au demeurant. Airbus est venu nous voir en disant on voudrait que vous fassiez multiplier par 12 les quantités que vous fabriquez en moins de 6 mois. Donc, alors on a commencé à raisonner un petit peu comme d'habitude. Il faut multiplier les moyens, multiplier les personnes, les surfaces, blablabla. Et puis on a vu qu'on ne s'en sortirait pas comme ça. Comme nous avions quand même avancé dans le raisonnement Lean, nous nous sommes dit, eh bien, on va sauter le pas, et on s'est mis à raisonner comme la théorie du takt time. Et là, au miracle, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé d'opération. Vous savez, il y en a 4, l'addition, la multiplication, la soustraction et puis la division. Et on s'est dit que le raisonnement, ce n'est pas la multiplication, capacité infinie, le raisonnement, c'est la division. Donc on a tout divisé par 12. Les contenus opératoires, en particulier les temps, etc. Et on a fait ce que tout le monde fait dans l'industrie, etc. On a fait une ligne, et ça a marché. Ça a marché à cette occasion. Alors ça a marché, donc c'est une ligne qui a tourné avec 80% d'intérimaires, ce qui pour nous était un truc incroyable, et avec un taux de retour sur la période de 0. Aucune sonde n'est revenue, ce qui était mieux qu'avant. Donc cette opération a été un petit peu un déclic pour moi sur la puissance du raisonnement tact sur le raisonnement industriel. Le raisonnement profond, pas le raisonnement...
Maintenant, j'ai changé de société, je suis dans la business line Microwave en Imaging Subsystem. Il n'y a pas de son. Ici. À l'origine d'une onde, il y a une modulation. Modulation d'un milieu matériel comme l'eau ou l'air, ou modulation d'un champ électrique ou magnétique. Créer une onde et lui permettre de se propager a de nombreux avantages. Du téléphone portable au four à micro-ondes, des radars aux satellites, pour simplement nous éclairer ou nous faire bronzer, voire nous radiographier. Dans le domaine qui nous occupe, les ondes électromagnétiques dites hyperfréquences se situent entre les ondes dites radio et les ondes dites infrarouges. L'onde est caractérisée par sa fréquence, nombre d'oscillations en une seconde, exprimé en Hertz, et par sa longueur d'onde exprimée en mètres. Les ondes hyperfréquences vont ainsi de 100 mètres à 1 mm en termes de longueur d'onde et de 3 MHz à 300 GHz en termes de fréquence. Elles peuvent se propager dans le vide, elles voyagent alors à la vitesse de la lumière. Quand on module une onde électromagnétique, on crée de l'information et on la transporte. L'énergie d'une onde électromagnétique est proportionnelle au carré de son amplitude. Il faut donc amplifier une onde pour augmenter sa portée. Le principe est de se mettre en phase avec elle, en résonance. Comme en poussant une balançoire, il s'agit de transmettre à l'onde balançoire de l'énergie au bon moment pour amplifier son mouvement. C'est le rôle du tube à ondes progressives produit par Thales. Un faisceau d'électrons très énergétique arraché à une cathode chauffée et accéléré par un champ électrique généré par une anode va interagir avec une onde hyperfréquence injectée le long d'un filament conducteur hélicoïdal dans le tube dont les cavités confinent le vide. Pendant ce parcours, le faisceau d'électrons modulé à la même fréquence que l'onde qui suit l'hélice entre en résonance avec elle et, comme pour la balançoire, lui cède son énergie. L'onde va alors ressortir du tube avec la même fréquence, mais amplifiée, et les électrons finirent leur course dans le collecteur. Thales produit de nombreux types de tubes hyperfréquences qui fonctionnent sur ce principe ou des principes proches. Une production de très haute technologie où plus de 60 métiers s'expriment. Oui. Bon, c'est un peu une redite, oui. Il est court. The people we all rely on to keep us healthy, safe, and connected. They rely on systems empowered by the components and solutions from Thales MIS. In a world that is increasingly fast-moving, unpredictable, and full of opportunities, they come to us with big ambitions to make life better, to keep us safer. Combining a unique expertise with solid industrial footprint, we design and deliver the best in-class X-ray imaging and power amplification solutions to the leading manufacturers of satellite, defense, scientific, and medical systems. Whatever it takes. Un petit mot sur les tubes Thales. Donc, on est notamment dans le domaine du spatial et il faut que vous sachiez que sur les connexions Internet par satellite, chaque fois que vous vous connectez, il y a 9 chances sur 10 que vous transitiez par un tube Thales. Donc c'est une entreprise extrêmement respectable. Et aussi, quand vous allez à l'hôpital, beaucoup de détecteurs, une grande partie sont des détecteurs Thales. Bon, les chiffres, je vais aller assez vite. Donc là, la business line, dont je suis le responsable opération et industrie, nous sommes 2700 collaborateurs, nous avons 1000 clients, nous avons une grande diversité de produits historiques, un takt time, si on calcule par rapport au nombre de produits livrés, on livre un produit toutes les 2 minutes 30.
Beaucoup de surface, 100 000 m². Ne sortez pas les calculettes, si vous le faites, vous verrez que nous sommes un peu largement installés. Enfin bref, une très belle technologie. Vous avez, même si elle est ancienne et les tubes ont encore beaucoup d'avenir, des détecteurs médicaux aussi, une très belle position sur les marchés. Je vous ai parlé du marché du spatial, mais néanmoins d'importantes difficultés industrielles en termes de retard, en termes de nombre de retours clients, en termes d'équilibre de compte industriel par rapport au coût de revient. Et oui, même quand on fait du lean, à un moment donné, il faut quand même regarder la bottom line parce que nous devons nous en expliquer. Alors, une petite planche juste pour situer le contexte produit-production. Le tube, c'est un enchaînement d'opérations extrêmement méticuleuses avec une grande partie, c'est ce qu'on appelle l'amont, c'est le tube pompé. Pourquoi? Parce que les électrons circulent dans le vide. Donc il y a toute une série d'opérations qui se terminent par une mise sous vide. Ensuite, il y a un queusetage. Et enfin, on passe aux opérations d'habillage, de test, de réglage du tube, qui sont les opérations dites aval. La petite fontaine qui s'écoule péniblement depuis l'amont jusqu'à l'aval et au client, c'est juste pour... C'est d'ailleurs une fontaine dont je me sers en communication interne dans le groupe pour montrer les difficultés et la transformation qu'il faut imposer. C'est donc une succession d'opérations et chaque batch est l'occasion de coincer. Chaque défaut, on a des occasions multiples et on ne s'en prive pas d'introduire des défauts. Hein. Tout ceci, cas un cas, nous conduit in fine à sortir des tubes, parfois au délai attendu par nos clients. Alors, donc, moi je suis arrivé dans la business line en juin 2016 avec comme mission d'aider le patron, donc Jean-Jacques Guittard, à améliorer la situation. Donc évidemment, là j'ai juste un petit dessin pour vous montrer un de mes premiers gambas. Je suis allé dans la salle blanche de Vélizy parce qu'on avait des lignes à retard qui sortaient pas, donc je suis allé et on a essayé de symboliser. Donc j'ai commencé à rencontrer le chef d'équipe et je lui ai demandé s'il savait sur ligne à retard ce que voulait le client. Donc combien il en veut. Donc évidemment il m'a répondu non. Donc ça c'était la première fois, on a discuté un peu, je suis reparti, je suis revenu le lendemain parce que c'était quand même la crise. Donc je lui ai dit, tu sais, il faudrait qu'on en sorte un toutes les heures 45 si on veut livrer le client. Sachant que la livraison client, comme c'était à l'amont, est un peu plus tard. Donc la première réaction, pourquoi tu me dis ça? C'est parce que tu trouves que je bosse pas assez? Ok, donc non, mais non, c'est pas ça le sujet, c'était juste vous dire pour le client. Donc je suis reparti parce que je suis revenu le lendemain. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour livrer le client toutes les heures 45? Donc le chef d'équipe me dit il y a mon chef qui, si tu veux un plan d'action, parle-en à ton chef. À mon chef, il doit certainement avoir un truc. Hein, donc là. Alors, je suis reparti et je suis revenu le lendemain. Tu pourrais pas faire vraiment quelque chose pour un truc tous les 1h45 là? Et là. Ah, il me dit, tu veux vraiment un truc toutes les heures 45? Et le truc, c'est mis en mouvement. Ah, si tu veux vraiment un truc toutes les heures 45, on peut peut-être faire quelque chose. Ce n'est pas tellement pour le final que je vous montre ça, c'était plutôt pour l'enchaînement des étapes pour arriver à l'étape finale où, poum, on peut faire quelque chose. J'ai compris, nana, t'insistes, ça a l'air d'être important, et là, j'ai peut-être des idées. Ceci pour enchaîner sur le point d'après, comme j'avais pour mission, j'avais pour mission, c'est pas tout à fait terminé, de contribuer au redressement de la business line en question. Je voulais absolument attraper le sujet en profondeur, et ça je connaissais la méthode parce que c'est le lean. Donc et non pas faire des plans d'action transverses qui auraient peut-être amélioré les résultats immédiats de la première année. J'ai commencé par le Gemba, j'ai commencé par l'arrêt la qualité, l'arrêt au premier défaut, etc. Mais j'ai compris
assez vite que j'allais avoir un problème de vitesse et que la vitesse ne pourrait être accélérée, atteinte, que si j'arrivais plus vite que je ne l'avais fait dans mes métiers précédents à faire évoluer le raisonnement des industriels. Et le seul outil que j'ai trouvé, c'est la relation au temps, fort de mon expérience de Vendôme, et notamment sur la sonde d'incidence. Et c'est donc à partir de là que j'ai forcé sur time seeking, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la pensée, le changement de la relation au temps, du raisonnement au temps. Avec l'idée, c'est qu'à un moment donné, et c'est la petite image des trapézistes, c'est qu'il faut quand même accepter deux choses. Un, de faire confiance. Alors, celui qui rattrape, on pourrait dire, c'est la technologie du lean et accessoirement un collègue. Et l'autre, c'est celui qui a dit, OK, j'ai compris, j'y vais, je saute, je ne vais pas me faire mal, et je change de référentiel. Donc, l'idée, c'est le time seeking en tant que donner le meilleur de soi-même. Vous savez, c'est la journée de départ en vacances. C'est comment? En fait, c'est faire de chaque jour une journée de départ en vacances. Hein. Donc, le meilleur de soi-même au bon moment. Et utiliser la relation au temps, la modification de la relation au temps pour être un accélérateur du déploiement du Lean. Alors, l'ennemi, on va dire que c'est la relation au temps long, l'ami, c'est le temps court. La relation au temps long, j'ai mis un certain nombre d'attributs, il y en a des dizaines, il peut y en avoir plus. Par exemple, il y avait, dans tous les ateliers, il y avait plein de quarantaines. Vous savez, les trucs, les quarantaines, c'est quand on a une pièce qui n'est pas bien bonne, on la met en quarantaine. Et puis on dit comme ça, les ingénieurs du support, quand ils auront le temps, ils vont trouver un truc qui va nous permettre de nous améliorer. Puis on a des quarantaines qui sont hausses comme ça, etc. Donc pour un but extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle dans nos entreprises la capitalisation. La capitalisation, c'est un truc où les ouvriers remontent des informations pour que les ingénieurs capitalisent et qu'un jour ça retombe. Alors, les commissions de mode, c'est les trucs où on fait beaucoup d'étapes pour être sûr de faire la bonne correction. Le 8D, d'une certaine façon, est un raisonnement au temps long. Alors, le 8D, alors, je sais qu'on peut s'arrêter au premier D pour les spécialistes, enfin au deuxième, au troisième D pour les spécialistes, mais quand on va au huitième, ça fait long. Le raisonnement à capacité infinie, qui est les revues mensuelles, les KPI, les reportings mensuels, des process internes de la société où on a privilégié le nombre de signatures pour être sûr de ne pas faire une bêtise, plutôt le fait que la personne avait vraiment besoin du truc. Bon. Et l'arsenal du temps court, pour être clair, pour shooter, puisqu'on a une transformation engagée, et j'ai mis quelques éléments. Alors, j'ai mis une horloge dans mon bureau, ce qui était très révolutionnaire. J'ai demandé est-ce qu'il y a des horloges dans tous les ateliers, ce qui était aussi une petite révolution. Oui, il y a eu des gens, aussi, les partenaires sociaux ont demandé ce qu'on voulait faire. On a mis en place des petits trains pour dire quand même il faut que les pièces, ça doit circuler. Landon. Alors Landon, je n'étais pas très fanat, mais j'ai compris que c'était tout à fait clé. C'est-à-dire que l'opérateur, dès qu'il a un souci, il appuie, mais avec un phénomène physique. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement il lève la main, mais il appuie pour que le chef se déplace. Et non pas l'inverse, parce que des fois, il va voir le chef, il n'est pas là, etc. Le stop and fix. Alors le stop and fix, c'est classique, c'est le judoka, j'ai un problème, j'arrête la production, sachant que ce qui est différent chez nous, c'est qu'on arrête la production en cas de doute, parce que comme nos dossiers ne sont pas totalement clairs, on ne sait pas forcément faire le gap. Donc à chaque doute, comme on a des opérateurs très, très forts, hein, donc ils sont capables de le faire. Et le fixe, c'est un sujet complexe puisque le fixe, c'est de définir les conditions de reprise de la production. Ce n'est pas forcément une cause racine, une analyse de cause racine. Et ça, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a le tact qui tourne. Donc en fait, le fixe, c'est un plan B. Et ça, chez nous, ingénieurs, etc., il n'y a pas de plan B. Il n'y a que des plans où on fait bon, sauf qu'on n'a pas le temps. Donc ce qu'on a développé, c'est le fixe, conditions de reprise de la production, avec l'obligation de mettre des points de contrôle en amont, ça veut dire qu'on avance, etc.
Donc on a mis en œuvre tout cet arsenal pour que les cerveaux, et la façon dont nous agissons, soient plus orientés vers la droite et non plus vers la gauche. Après, l'arme atomique de la relation au temps court, c'est évidemment le Kanban. Donc, parce que là, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion. Donc nous sommes en train de déployer les Kanban partout. Il y a des usines très très avancées comme Thonon, des usines moins avancées comme Vélizy ou comme Ulm. Donc voilà. Et alors que, si j'ai un pointeur, il marche ce truc-là? Ah oui, il marche en plus. SAP n'est plus le Big Brother qui organise tout. En tout cas, chez nous, c'était le cas. C'est essentiellement un enregistrement de l'avancement, des données financières, etc. Ça nous sert bien sûr à acheter, mais ce n'est plus l'élément qui dirige l'entreprise. Donc le Kanban a un objectif précis, c'est de craquer dans la tête des gens l'influence du MRP. Et donc voilà, après bon, ça c'est donc le sujet, c'est afficher sans mentir les besoins des clients du moment. Ça, c'est classique, mais chez nous, c'est quand même une... Alors, on est quand même dans Thales, donc on a des KPI. Et donc, on a inventé... Alors ça, c'est un petit peu hybride. Les puristes verront que c'est pas vraiment du tag time, etc., mais on l'appelle tag time table. Ça sort toutes les semaines. Ça sort de SAP, pour le coup. Donc, vous avez ici un site industriel. Donc, Vélizy, c'est effectivement plus compliqué. Les étapes qui s'enchaînent. Donc, un deuxième site industriel. Et on compare l'écoulement prévu par le tag time qui est affiché partout, et on affiche les écarts. Donc on voit encore qu'on a beaucoup d'écarts. Néanmoins, dès lors qu'on s'oblige à identifier le goulot numéro 1 et on s'oblige à le traiter immédiatement. Donc avec une immersion du directeur industriel sur les goulots numéro 1 pour comprendre ce qui se passe, et non pas rester dans le bureau en disant « scrogneux ». Ça développe, c'est très intéressant, ça développe une solidarité interatelier parce que l'atelier ici a bien compris que s'il ne veut pas se ramasser la semaine prochaine, il a peut-être intérêt à donner un coup de main à son petit collègue d'à côté. Et on est donc sur notre recherche systématique de plan B pour faire sauter ces goulots. Donc ça, c'est un KPI qui a remplacé la plupart de nos KPI de délai. Au passage, le plan B, pourquoi des plans B? Parce que, je vous le dis en mille, nous ne sommes pas à capacité infinie. Bon, quelques résultats obtenus depuis 20 mois. Sur les personnes, donc il n'y avait pas de suggestion dans l'entreprise. À ce jour, on en a comptabilisé 900. Bon, c'est pas, évidemment, comparé à Toyota, c'est pas exceptionnel. Notre absentéisme, malgré une situation difficile, c'est-à-dire qu'on a quand même une baisse, un plan d'ajustement des effectifs a baissé. Ça veut dire que la motivation... je suis en avance, hein. La motivation est maintenue. On a divisé les retards par 3. On a baissé les coûts de non-qualité on a récolté une baisse des coûts de non-qualité de 12 millions d'euros. Sachant qu'en plus, et ça c'est de la comptabilité, sachant que c'est certifié par la finance, c'est-à-dire qu'on mesure les reworks, les scraps, blablabla. Ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc on pense qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça, on le voit, on le mesure. C'est notre principal axe de compétitivité. C'est la non-qualité. Et enfin, nous avons divisé le nombre de retours clients par 2. In fine, l'introduction d'une relation précise au temps court dans l'entreprise nous permet, ou permet à chacun, excusez-moi, de donner le meilleur de soi-même à chaque instant, voire même en relation avec les autres. Parce que quand on est bien cadré dans le temps, on est amené aussi à rechercher des stratégies d'alliance. Très souvent quand historiquement j'organisais ma dernière journée avant de partir en vacances, je me suis aperçu aussi que j'améliorais mon potentiel de délégation.
C'est-à-dire que, attends, je n'ai pas le temps de le faire, je vais appeler un tel, est-ce que tu peux le faire, blablabla. Et grâce à ça, je tenais ma journée. Bien sûr, par définition, le task thinking, c'est au profit des clients, puisque c'est le rythme du client. C'est aussi pour soi, parce que dans les logiques de temps long, il est impossible de savoir une chose simple, c'est si nous avons fait ou pas une bonne journée. Est-ce que ça a été une bonne journée? Je ne sais pas. Si j'ai eu mon chef, il est passé, il a fait un sourire, c'était sympa. Mais par rapport aux besoins du client, dans une stratégie de « or », on vit quand même au rythme du soleil, on se lève le matin, on rentre le soir, c'est sympa de savoir quand on rentre, est-ce que, bon, d'ailleurs souvent chez nous, t'as fait une bonne journée? Ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles qu'il faisait beau, il faisait beau. Si tu parles, est-ce qu'on est en train de rattraper les retards? J'en sais rien. Donc c'est très important pour soi d'avoir cette conscience de la bonne journée. Et pour donner le meilleur de soi-même. Donc trouver des astuces pour tenir, développer des stratégies d'alliance, etc. Pour l'entreprise, en l'occurrence, la relation au temps court nous permet d'accompagner le changement. Et donc, je sais que, je ne sais pas si hier vous l'avez abordé, mais en tous les cas, je l'aborde aujourd'hui, c'est de passer d'un mode de management de l'entreprise qui est fondé historiquement sur, on va dire, les 4D, donc définir le problème en groupe. Ça vous est jamais arrivé de faire des réunions de brainstorming pour identifier les problèmes? On va se réunir, tiens, aujourd'hui, on va se mettre ensemble, on fait du métaplan. Qu'est-ce que vous pensez du truc le plus embêtant pour nous? Blablabla, bla, bla, on écrit des trucs. Et puis après, on rassemble les cartes, et puis on dit, ah voilà, le problème principal, c'est la réactivité du réseau informatique, ok, etc., etc. Donc, sortir de la logique qui consiste à dire, entre grands chefs, on définit quel est le problème, ensuite, on définit les actions en regard de ce problème. Au passage, si on oublie un problème, il n'y a pas d'action. Ensuite, on décline à chacun, on nomme des pilotes, des responsables, des plannings. Et ensuite, une fois qu'on pilote tout ça, alors selon le plan, ça peut durer plus ou moins longtemps. Et à la fin, on ramasse les morceaux, bon, des morceaux positifs, hein, il y en a, des morceaux négatifs inattendus, parce qu'on n'avait pas vu. Donc des choses qui ont dégradé la situation, pour passer à un modèle du 4F qui consiste à trouver concrètement, c'est la carte Kanban, hein, quel est le problème dans la vie réelle, sur le Gemba, y faire face en commençant par régler les sujets immédiats, hein, ça peut être, c'est le fixe, hein, si nous n'avons pas, il faut améliorer la situation, mais qu'il faut, etc., c'est le fixe. C'est peut-être pas parfait, mais c'est une amélioration. Et ensuite, donc, ayant filtré les choses rapides à traiter, pouvoir avoir en évidence les vrais challenges de l'entreprise. En ce qui concerne les vrais challenges de l'entreprise, donc les partager avec le personnel, et c'est beaucoup plus facile, puisque de toute façon, tout le bruit des petits problèmes a été filtré, donc tout le monde adhère au fait que les vrais challenges, c'est ça. Et enfin, montrer la direction, compter sur l'intelligence des employés pour que, ayant compris la direction, ils puissent proposer, innover et proposer des choses inattendues. Inattendues que nous n'aurions pas pu trouver dans une salle de métaplan en faisant du brainstorming une fois tous les 6 mois. Tu as un exemple de quelque chose d'inattendu comme ça? Oh ben j'ai des exemples. Alors j'ai des exemples au niveau de. J'ai des exemples sur les suggestions. Ça c'est totalement inattendu. C'est-à-dire que la façon dont, enfin en tous les cas pour nous, la façon dont les personnes disent tiens. Quand ils ont des problèmes d'ergonomie, si on met un ingénieur méthode sur le sujet, il va penser une solution d'une certaine façon. Si on demande à l'opérateur, si l'opérateur dit tiens j'ai une idée pour faire mieux, il va trouver quelque chose de totalement différent. Au niveau des suggestions, oui.
au niveau de... Oui. Je cherche comme je ne suis pas trop dans le temps long, donc je cherche des exemples récents. Hein, je suis plutôt dans le temps court. Ben, hier, j'avais un directeur industriel de Vélizy, que tu connais bien, et qui m'a dit, ça y est, j'ai mes cartes Kanban qui reviennent, je commence à en avoir. Il me dit, mais dis donc, mais c'est que je ne vois plus les choses pareilles, quand j'ai ma carte dans la main. Donc c'est même inattendu pour toi. Attends, bouge pas, je me pince. Si, c'était avant-hier. On se connaît parce que c'est un... Si on pense du même, il est dans justement la formation CES dont vous parlez ce matin. Donc c'est des débats à répétition. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Et si vous aviez quelques questions, ce serait sympa. Merci.